Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Alors sans doute le savez-vous, ou au contraire l'ignorez-vous totalement, ce samedi 13 avril, outre le fait d'être la date de l'anniversaire de ma maman, joyeux anniversaire maman, a été l'occasion de célébrer la 9e édition du Discord Day, autrement dit sur le modèle du Record Store Day américain, de fêter les disquaires indépendants de l'Hexagone. Initié en 2011 par le Calife, le club action des labels et disquaires indépendants français, cette journée, dont certains déplorent, on peut le souligner, la dérive sournoisement mercantile, permet de découvrir et donc d'acquérir chez les quelques 200 disquaires participants à la manifestation des éditions collector ou rares. Citons par exemple l'anthologie double album résumé des épisodes précédents consacré au sémillant groupe de World Tribal Musette, les primitifs du futur, et publié sur le label Souffle Continu, ou des collaborations inédites comme celle que nous venons d'écouter et sur laquelle je vais revenir, et de les découvrir donc sur support vinyle et en tirage limité. Alors parmi toutes ces initiatives éditoriales, s'est créé en 2015 et en partenariat avec FIP Radio et l'ADAMI, société civile qui administre les droits des artistes-interprètes, une aventure musicale baptisée Unique Session Unique, ça commence bien, et réunissant pour une création unique un duo inédit d'artistes qui enregistrent une session live de 2 titres, reproduits directement sur une machine à graver les vinyles et édités au format 45 tours. Quelques duos à titre d'exemple des sessions passées, Rodolphe Burger et Arnaud Robotini en 2018, Babix et Archichep en 2017 ou encore Nosfell et Janaden en 2015. Pour l'édition 2019, ce sont donc 4 nouveaux duos qui ont vu le jour, à savoir Angélique Kidjo et Catherine Ringer, Laurent Devald et Yael Naïm, Fred Palem et Le Sacre du Tympan et MC Solar, et celui que nous avons écouté en ouverture d'émission, j'y reviens donc, Relema et Oumou Sangaré, délicate et chaleureuse rencontre entre l'élégance jazz du pianiste congolais et la ferveur dansante de la chanteuse malienne. Pour finir, on notera par ailleurs que Relema sera en concert le 18 avril au studio de l'Ermitage dans le 20e. Quand une histoire d'amour, ici musicale, dure, il importe de signaler, et c'est exactement ce qui se passe entre Longtemps je me suis couché de bonne heure et le trio pop noise punk Décibel. Ainsi, album du mois en octobre 2015 avec leur EP Sleep Sleep, puis en mai 2017 avec l'album Tight, le trio composé par Fanny Boulan, guitare et voix, Sabrina Duval, alors Fanny Boulan, ça n'est pas guitare et voix, c'est batterie et voix, Sabrina Duval, guitare et voix, et nouveau venu Guillaume Carle, basse et voix, récidive avec un nouvel album, rock français qui vient tout juste, c'était hier vendredi, de débouler chez les disquaires et sur les sites de téléchargement. Goût de la contradiction ou clin d'œil provocateur, ce nouvel opus, pour la première fois intégralement chanté en français, n'a pas été enregistré en terre grenobloise ou lyonnaise, les origines du groupe, mais en terre états-unienne, plus précisément à Chicago, sous la houlette, excusez du peu, de Steve Albini. Alors, petit rappel, contrebandier controversé de l'industrie musicale qui lui pardonne mal ses saillies face à l'ingérence marketing dans le processus de réalisation d'un disque, Steve Albini, entre les années 80 et 2000, enregistre, en privilégiant une captation live, rapide et efficace afin de saisir au mieux la performance des musiciens, quelques artistes et formations cultes, des Pixies à PJ Harvey, de Robert Plant à Nirvana, sans négliger pour autant les petits groupes à guitare agressive de la région de Chicago. Et de Chicago à Lyon, peut-être imagine-t-on grâce à l'entremise du groupe Shellac, dont Albini a produit 4 albums et dont Décibel a assuré les premières parties lors d'une récente tournée européenne, il n'y avait donc qu'un océan à franchir pour retrouver des guitares agressives, mais également des chants rageurs et des rythmiques pour métronome défoncé. Album réglant leur compte au spleen dominical, le titre Dimanche, prophétique, que nous écouterons en fin d'émission, et à la virilité beauf, Kesta, que nous allons écouter dans un instant, où célébrant les folies clitoridiennes J'aime trop mon clito et les bouffes anthropophages Manger son ex, Rock français est un titre à haute tension qui dit ce qu'il a à dire. Alors plus de renseignements sur le groupe, sur le site du groupe, decibel.bandcamp.com, et Décibel, si vous voulez retrouver leur furie sur scène, ils seront alors pour le lancement de l'album, quand on est branché, on dit la release party, ils seront le 3 mai au Point éphémère, Paris 10e, et tout de suite on va écouter Kesta.
De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Longtemps, je me suis couché de bonne heure pour une émission consacrée notamment à l'actualité des sorties en salle. Chers auditeurs, bonsoir, ravi de vous retrouver chaque mois sur ces ondes. Je vous livre mon humeur mélancolique le plus souvent. Cette humeur est fonction d'une multitude de paramètres. Je ne les connais pas tous et certains me sont personnels, mais l'époque n'y est pas pour rien. L'époque, nous y viendrons plus tard en deuxième heure. Toujours est-il que ce mois-ci, je change mon fusil d'épaule. Il faut puiser parfois l'enthousiasme dans un autre temps, savoir prendre les munitions où elles se trouvent. Et j'ai donc décidé, une fois n'est pas coutume, de vous faire la lecture. C'est un texte sur lequel je suis retombé récemment, il m'a paru très à propos. Je le partage donc avec vous. Allons, c'est fait. J'admire le cinéma. On l'appelait jadis cinématographe, sans doute pour nous en dégoûter, puis on l'a mué en cinéma, puis en ciné. Espérons qu'après toutes ces familiarités, on aura l'esprit de lui trouver un nom plus joli. J'admire donc le cinéma en attendant de l'aimer. Je sais que je l'aimerai un jour, car je l'ai haï, et je note quasi inconsciemment les étapes de la haine à l'affection. J'ai beaucoup bâillé au cinéma, mais une douzaine de fois, j'ai empoché cette impression que cette chose sèche et gauche, au charme limité de demi-deuil, pourrait être de la beauté quand elle aurait achevé sa venue au monde. Ça n'a d'abord été qu'une formule scientifique, puis on en a fait un jouet, puis tout soudain, on a parlé d'art, et depuis quelques mois, on dit, non sans un peu d'emphase, 5e art. Un art, évidemment, ce sera un art. Est-il vrai qu'il sera le 5e ? On hésite à le classer parmi les derniers du premier rang ou parmi les premiers du second rang. Est-il cousin de la pyrogravure, du crochet ou de la décalcomanie ? Ou bien pouvons-nous en attendre les mêmes éclairs que de la poésie, de la musique, de la sculpture et de la couleur ? C'est autour de cette opinion qu'il faudra tous nous réunir. L'ironie parisienne, les Parisiens ont toujours raffolé du mot ironie pour étiqueter leur paresse à changer d'habitude. L'ironie donc fait beaucoup plus ardu tous nos efforts vers quoi que ce soit. Cela nous entoure de méfiance et il est très difficile dans un milieu de gens bien élevés d'obtenir une conversation possible sur des sujets comme celui-là. On ne peut tirer quelque idée que des gens très sérieux et très ennuyeux et encore cela est vain. Quels secours peuvent offrir des gens sérieux et très ennuyeux à une force qui dévore follement sa propre vitesse ? Le cinéma est loin d'être une pièce de musée. Pour lui trouver son étagère préhistorique ou au moins historique, attendons que d'abord il soit né. Je précise que je passe quelques lignes car le texte est un peu long. Et j'en viens à l'essentiel. Le cinéma va partout, les salles se sont édifiées par milliers dans tous les pays, les films ont été tournés dans le monde entier, les commerçants, par la vente et par l'échange, rendent chaque jour plus intense cette industrie expressive qui va tendre, je vous l'assure, à la perfection simultanée de l'art et du trafic. Nous assistons à la naissance d'un art extraordinaire, le seul art moderne peut-être, avec déjà sa place à part et un jour sa gloire étonnante, car il est en même temps lui seul, je vous le dis, fils de la mécanique et de l'idéal des hommes. On s'est peu intéressé à ses premiers appels, mais savez-vous jusqu'à quel paroxysme ce délaissé nous mènera ? C'est un art puisque sur lui on a accumulé toutes les peines et qu'il se venge dès aujourd'hui par un reflet de beauté. Nous devons ce texte à Louis Deluc, il le signe en 1918 dans une revue sobrement intitulée Le Film, et dont il est le rédacteur en chef. Déjà sa place et un jour sa gloire étonnante, ces mots me parlent et je les reprends à mon compte. On pourrait se borner à dire qu'ils sont toujours d'actualité, mais c'est une formule un peu vague, une facilité de critique. Il est sans doute des mots d'amour et des vœux de nouvelle année et des prières, laïques ou non, ça vous regarde, qui, formulés en 1900 et des poussières ou dans l'Antiquité peut-être, sont encore opérationnels. Pour ma part, je pousserai le raisonnement un peu plus loin. Peut-être même est-ce aujourd'hui, le 13 avril 2019, qu'il convient de les exaucer. Ils n'attendaient en somme que leur destinataire, c'étaient des flèches lancées à travers les époques. Sait-on jamais à qui on s'adresse et quand précisément on sera entendu ? La question reste ouverte, l'essentiel est ailleurs, quand bien même le cinéma est un art ancien déjà. Il faut faire comme si de rien n'était et souhaiter non pas son renouveau, son sursaut, mais encore et toujours sa naissance. Comme il faut encore souhaiter la naissance de la peinture, quand bien même il y eut Giotto, Goya, Matisse, et celle de la littérature, quand bien même il y eut Cervantes ou Georges Perec, et celle de la musique, pourquoi pas, quand bien même il y eut Monteverdi, John Coltrane et Scott Walker. Car oui, nous y viendrons tout à l'heure, on peut dire à présent qu'il y eut Scott Walker. Mais revenons au cinéma. D'ici un mois, l'équipe des Fiches du cinéma et moi-même serons à Cannes, car il y a là-bas, paraît-il, un festival. Qu'en attendre, qu'en espérer ? Que le cinéma s'y venge de qui, de quoi, peu importe en définitive, pourvu que ce soit, comme le disait Louis Deluc, par un reflet de beauté. Pour paraphraser Blanqui de façon approximative, maintenant il faut des films. Nous y venons justement avec notre invité du mois. Quelle transition encore une fois. Audrey Gordon, bonsoir. Bonsoir.
Ravi de vous accueillir. Dans votre documentaire Première campagne en salle ce mercredi 17 avril, vous suivez 2 mois durant la journaliste Astrid Mesmorian du service politique de France 2 et à qui l'on avait demandé de couvrir à son départ du gouvernement l'actualité d'un certain Emmanuel Macron, lequel à l'époque passionnait un peu moins les rédactions. Par la suite, elle s'est donc retrouvée à couvrir sa campagne présidentielle et c'est dans ce contexte donc que vous lui avez proposé de la suivre, elle, dans la dernière ligne droite de la campagne. Alors des films de campagne consacrés à cette même présidentielle, d'ailleurs, on en a déjà vu. Je pense à l'Insoumis de Gilles Perret, dans lequel celui-ci suivait Jean-Luc Mélenchon, et plus récemment au film de Pierre Carl et Philippe Lespinasse, Un berger et 2 perchés à l'Élysée, consacré à Jean Lassalle, décidément. Mais votre démarche est tout autre, vous faites un pas de côté, car plutôt qu'au candidat Emmanuel, vous vous intéressez à la journaliste Astrid. Vous documentez une pratique professionnelle, donc, et dans un contexte particulier, cette grand-messe médiatique qu'est la présidentielle. Il en résulte un documentaire passionnant avec, on l'a dit, au premier plan la question journalistique et à l'arrière-plan la question politique, et au cœur du film, évidemment, une fois encore, l'articulation entre les deux. J'ai envie de vous poser, pour commencer, une question très simple. Pourquoi avoir choisi de la suivre ? Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette double odyssée électorale, journalistique ? Et pourquoi Astrid Mesmorian plutôt qu'une autre ? Ou bien, était-ce plutôt le candidat Macron qui avait attiré votre attention ? Aviez-vous senti, j'utilise un terme qui est dans le film, et nous y reviendrons tout à l'heure, que quelque chose se cristallisait autour de lui ? Non, alors j'ai pas choisi le candidat Macron ni l'élection. J'ai choisi Astrid, en fait. C'est elle le point de départ. Je la connaissais bien et elle me racontait depuis donc le jour de son arrivée au service politique de France 2 ses aventures de campagne où elle suivait donc ce jeune candidat qui au départ n'avait intéressé personne. Au fond, je me suis intéressée à cette élection à travers les récits d'Astrid déjà. Et donc à un moment, je pense que j'ai eu l'envie, quitte à m'y intéresser, je me suis dit il faut peut-être s'y plonger carrément. Mais ce qui me plaisait, c'était son prisme à elle. Et puis je me suis rendu compte qu'elle, quand elle me racontait ce qui m'a donné envie de faire un film, c'est qu'elle se posait les mêmes questions qu'on se pose toujours quand on fait un documentaire, de quelle est la juste distance par rapport au personnage qu'on suit. Et je me rendais compte qu'en fait, c'est une question qu'elle se posait tous les jours quand elle suivait le candidat Macron. Comment s'approcher sans être trop proche, comment avoir du recul, Et donc, cette mise en abîme-là m'amusait. Et donc, c'est ça qui m'a vraiment donné envie. Et puis je trouvais ça touchant, l'idée d'une première fois. Donc c'est vraiment ça le point de départ. Enfin, j'ai ni choisi de faire un film sur l'élection, ni fait un casting de journaliste. Je suis vraiment partie d'Astrid pour penser le film. Alors, vous avez dit à l'occasion d'un entretien qu'Astrid Mesmorian était pour vous, en soi, d'ores et déjà un personnage de cinéma. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de si singulier, cette Astrid ? Au-delà du fait que vous la connaissez, je crois que vous avez partagé des études avec elle, oui, que vous êtes amis. Études de journaliste Qu'est-ce ensemble. qui la distingue de ses collègues et en quoi voyez-vous en elle, avez-vous vu en elle un personnage de cinéma ? Déjà, je trouve que visuellement, je sais pas, j'ai cette image des meutes de journalistes un peu en noir et blanc, et je vois toujours Astrid comme une espèce d'explosion de couleurs au milieu de ça. Bon, ça c'est sûrement mon regard là-dessus. Et comme personnage de cinéma, elle a déjà une forme d'authenticité qui m'impressionne beaucoup et en toutes circonstances. Et quand j'ai commencé à aller la voir au travail, j'étais épatée de voir qu'elle était spontanée et authentique, quels que soient ses interlocuteurs, que ce soit avec aucune fascination ni pour le pouvoir, ni pour tout ça. Ça me touchait et je pense que ce qui m'inspirait le plus, c'est une espèce de joie profonde qu'elle a tout le temps, qui pour moi a à voir avec une forme de spiritualité. C'est une façon de tout le temps vouloir remettre la joie au cœur de tout, même quand c'est absurde autour d'elle, ou même quand c'est difficile, ou même quand il y a des contraintes énormes, mais d'arriver le matin comme quelque chose de religieux, avec l'idée qu'il faut être joyeux et heureux de ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me touchait. Et puis elle a un charme incroyable.
Et alors, cette joie, cette authenticité, vous l'attribuez spécifiquement à Astrid Mesmorian, ou alors est-ce que c'est aussi une qualité propre à la jeunesse dans le métier, au fait de débarquer comme ça dans l'arène, ou est-ce que c'est quelque chose qui se perd un peu? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'observer un petit peu, vous avez vous-même une pratique de ce métier. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer, les autres, la façon dont les autres journalistes se comportaient? Est-ce que vous avez peur que cette fraîcheur se perde au contact de ce milieu qui est assez violent? Oui, c'est très difficile de donner un avis global sur les jeunes journalistes en général, mais ce qui est vrai, c'est que j'ai la sensation que c'est quand même cette joie-là qui est proche d'une forme de spiritualité. Je trouve que c'est vraiment propre à Astrid. Je le vois rarement avec cette intensité-là. Donc oui, c'est singulier, je pense. Alors pour des raisons qu'on comprend aisément, évidemment, vous avez opté pour un dispositif de tournage minimaliste. Vous êtes vraiment à l'arrière de la voiture, sur le siège passager. Vous n'étiez accompagné que de votre ingénieur du son, Benjamin Sylvestre, si je ne m'abuse. Mais en vertu de ce dispositif et en amont du tournage, justement, quel principe vous étiez-vous fixé? Vous évoquiez la question de la distance au sujet, à ce qu'on filme, à ses protagonistes. Quels objectifs donc vous étiez-vous fixés? Quels principes? Et comment avez-vous fait pour trouver, vous, votre place en tant que cinéaste? On voit que c'est pas évident pour elle de trouver sa place d'ores et déjà en tant que journaliste, ne serait-ce que dans les meetings où effectivement c'est la cohue, où il faut négocier avec les services de presse. Comment vous avez réfléchi ça en amont du tournage et comment vous avez fait une fois sur place pour trouver la juste distance et votre place en tant que cinéaste, pour pouvoir l'observer? Sur trouver sa place, je pense qu'en fait on n'en finit pas de la chercher et qu'on la trouve pas vraiment, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir l'impression de chercher la bonne place à tous les sens du terme, un peu au jour le jour. D'une manière plus pratique, alors j'ai pas eu beaucoup de temps en amont pour anticiper les choses, comme j'ai proposé le film à Astrid et on a commencé en 3 jours, donc on a plutôt foncé un peu tête baissée. Parce qu'il faut préciser, je sais pas si je l'avais dit en introduction, que vous suivez donc les 2 derniers mois de campagne, donc c'est vraiment le grand rush final, donc c'est contexte un peu particulier. Voilà, et qu'il y avait quand même une forme d'urgence à tourner, parce que si on attendait le temps de trouver des financements, il n'y avait plus de films, enfin, il n'y avait plus de sujets surtout. Donc on a vraiment commencé tout de suite. J'ai d'ailleurs commencé toute seule pendant 2 jours et je me suis rendu compte que sans un ingénieur du son, il dit que l'ingénieur du son dit que je lui fais le coup à chaque fois de tenter le coup et de me rendre compte que j'ai quand même vraiment besoin de lui. Et heureusement qu'il était là, parce que c'est quand même beaucoup plus riche quand on partage cette aventure. Et donc... en tout cas, il n'y avait pas la place pour être plus que 2, parce que souvent on est 3, tout simplement parce que déjà l'équipe de France 2, ils sont 3, et que si on veut rentrer dans cette voiture où il se passe beaucoup de choses... C'est une simple question de véhicule. De véhicule, voilà, exactement. Et puis, non, la limite que je m'étais fixée, c'était déjà de ne pas être... trop intrusive physiquement, c'est-à-dire de rester bien derrière l'équipe qui entourait Astrid, parce que ça fait beaucoup de couches de caméra, de me tenir quand même un peu à distance. Ensuite, dans les meutes, je me jetais un peu derrière elle, dans les meutes de journalistes. Mais c'est vrai que... En fait, je tourne avec une focale fixe, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zoom. Donc si je veux me rapprocher, il faut que je me rapproche vraiment. Enfin, on ne peut pas tricher avec... Vous êtes obligé d'accompagner le mouvement de la caméra. Voilà. Et donc finalement, le spectateur est à la même distance que moi, enfin dans la distance qu'on ressent. Et donc ça m'intéresse parce que ça m'obligeait à me poser vraiment la question de est-ce que je suis trop proche ou pas, et de me décider de ma place à chaque fois comme ça. Et puis non, on a essayé d'être des petites souris pendant 2 mois dans le service politique, dans la rédaction de France Télévisions, dans les meetings, dans les déplacements. Vous avez pu bénéficier d'accès plutôt libre. Enfin, on suppose qu'il a fallu demander un certain nombre d'autorisations. Ça s'est bien passé partout. Alors, en meeting, on voit bien que, évidemment, quand la situation se tend, quand on approche de la ligne d'arrivée, ça devient un peu plus tendu, évidemment, mais c'est un peu le jeu, évidemment. Mais dans la rédaction de France 2, par exemple, il n'y a pas eu de... Non, on a demandé une autorisation juste avant de commencer, et à partir du moment où donc, Nathalie Saint-Cric, la chef du service politique, a dit oui, puis la direction de France Télévisions, et ils avaient simplement demandé aux personnes
qui ne souhaitaient pas apparaître dans le film de se signaler. Mais en fait, à partir du moment où ils avaient donné l'autorisation pour le film, on se baladait comme ça, on était très libre. Et de la même manière, on a demandé au début du tournage une autorisation à l'équipe d'En Marche, puisque Astrid suivait. Et donc, on était accrédité au même titre que l'équipe de France 2 à chaque fois, comme si on avait été journaliste. Et pareil, je pense qu'ils ont assez vite compris que je filmais pas vraiment le candidat, mais plutôt Astrid, donc on les intéressait pas beaucoup. Et donc il n'y avait pas de menace particulière, voilà, pour leur candidat en tout cas. Alors, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, j'en disais un mot tout à l'heure. Vous aviez d'ores et déjà, vous, une expérience de cette atmosphère très singulière de campagne politique. Quoique dans un contexte très différent, vous aviez été notamment pour Libération, correspondante à l'époque des présidentielles aux États-Unis en 2008. Et en quoi votre propre expérience du métier de journaliste, de la fonction de correspondante à plus forte raison, vous a-t-elle été utile, Et qu'est-ce que ça fait du coup de passer derrière la caméra pour en témoigner à son tour, pour se mettre en position d'observateur? Qu'est-ce qu'on comprend sur les rouages et peut-être sur sa propre pratique de journaliste et de cinéaste évidemment? Alors l'expérience américaine, c'est un peu particulier parce que je débutais vraiment, j'avais simplement fait un stage à l'IB, au service international en 2008, j'avais jamais fait de journalisme et puis j'avais demandé à l'IB, j'avais dit que je voulais être à New York à ce moment-là et puis j'ai commencé à travailler pour eux, à faire des papiers et ça a continué et par chance, je me suis retrouvée être l'unique correspondante pendant les 2 mois de l'élection. Ce qui plutôt était pas mal pour une journaliste débutante dans un média comme Libération. Miraculeux. Et donc c'était exceptionnel d'être là, mais c'est vrai que je découvrais totalement et disons que j'étais pas dans la campagne. Je suivais pas Obama, quoi. Mais j'allais faire des reportages de terrain et c'était absolument passionnant. Évidemment, à la fin de l'élection, je suis rentrée et il n'y avait pas d'autres. Ça continuait pas et donc j'ai fait des études de journalisme parce qu'il fallait quand même continuer. Mais donc c'est plutôt l'expérience après les études de journalisme. J'ai passé 1 an. À France 3 comme journaliste en région, donc je l'ai un peu partout. Donc c'est plutôt là que j'ai commencé à voir comment fonctionnait la télévision. Et en fait, déjà à ce moment-là, c'est marrant, j'avais des envies de je sais pas, d'écrire des scénarios qui se passeraient dans une chaîne de télévision régionale et donc j'avais inventé plusieurs histoires avec des personnages différents, avec d'ailleurs la chef de service, la jeune journaliste qui débarque, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai vu Astrid au travail, qu'il y avait là toute la matière de ce que je voulais raconter, mais en documentaire, ce qui m'intéressait encore plus. Et en fait, je pense que faire ce film, c'était aussi une manière pour moi de me poser, de me confronter à mes propres questionnements sur le métier. Alors, je ne l'ai pas fait aussi longtemps qu'Astrid et j'ai moins d'expérience. Mais j'étais pas étonnée. Il y a des choses qui ne m'étonnaient plus. Par exemple, sur le rythme un peu délirant de certaines journées ou sur le fait sur tout ce qu'il faut faire dans une journée pour rapporter un sujet très court le soir. En revanche, l'ingénieur du son, Benjamin Sylvestre, lui qui est plus dans le temps du cinéma et en fiction ou en documentaire, était halluciné par le rythme et c'était souvent dans le dialogue avec lui que je me rendais compte que même moi je m'étonnais peut-être pas assez de ce à quoi on assistait. Et c'est vrai que passer cette expérience, je me sens quand même moi plus à l'aise dans le temps qui est celui du documentaire. Et alors, pour finir sans doute avec cette parenthèse états-unienne qui m'intéresse beaucoup, parce que évidemment c'est une présidentielle, et évidemment dans un contexte très différent, mais évidemment ça entre en écho, en résonance avec première campagne. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qui distingue cette campagne-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, la France 2017, de celle que vous aviez couverte en 2008, justement, aux États-Unis? Qu'est-ce qui l'en rapproche? Qu'est-ce qui l'en différencie? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous ont étonné? Ou est-ce que ça n'a strictement rien à voir? Parce que le contexte, évidemment, géopolitique n'est pas le même, parce que les enjeux, peut-être, ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que vous avez appris, d'une certaine façon, ici, en tant que cinéaste, par rapport à votre expérience de journaliste, encore une fois, dans un contexte très différent?
c'est vrai dans ce que j'ai vécu, c'est tellement différent qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Enfin, si ce n'est l'importance de la communication qu'il y avait déjà avec Obama, enfin qui a été après, enfin, dont on s'est après inspiré beaucoup en France, mais déjà dans les élections précédentes. Il y avait en 2008 aux États-Unis, il y avait quand même une sorte d'espoir complètement fou que j'ai jamais retrouvé après et qui m'avait donné envie d'aller suivre cette campagne, mais qui avait contaminé la planète entière. Ouais. Enfin, je veux dire, je me souviens de 98% des gens en Allemagne qui auraient voté Obama. Tout le monde voulait voter Obama. Enfin, il y avait tout d'un coup, c'était l'élection du monde entier. On aurait pris la nationalité américaine pour aller voter Obama. Voilà. Et oui, c'était un contexte un peu particulier. Ouais. Et donc, il y avait un espoir fou, un élan. D'ailleurs, si je me suis retrouvée à couvrir un petit peu cette élection et avoir cette chance-là, c'est aussi parce que les choses s'accéléraient tellement que tout d'un coup, il fallait publier beaucoup plus de papiers dans le journal et il y avait besoin de plus de monde. Ouais. Et c'est parce que c'est devenu quelque chose de tellement important pour tout le monde. Et ça, vraiment, j'oublierai jamais la nuit des élections à Harlem, donc dans le quartier où il y a une grande communauté noire à New York. C'était extraordinaire comme... j'avais jamais ressenti d'émotion politique comme ça, et bon, c'est vrai que depuis on a un petit peu perdu cet élan-là. Petite descente d'enthousiasme. Voilà, donc disons que c'était moins. D'élan, oui. Oui, disons que c'est en termes d'émotion politique, c'était un petit peu moins exaltant la campagne française en 2017. Alors on va entrer un peu plus précisément dans le détail de ce que donne à voir le film. Il y a un moment, par exemple, qui m'intéresse beaucoup, qui est l'un des premiers du film, et qu'on pourrait appeler « Y a-t-il un ammoniste dans la salle ?» que j'ai trouvé très drôle et assez significatif aussi. J'en rappelle le contexte pour nos auditeurs. Astrid Mesmorian est dépêchée par sa rédaction à un meeting d'Emmanuel Macron, et sa mission, l'angle choisi pour son sujet du jour, qu'elle doit boucler qui plus est en un temps record, consiste à trouver parmi le public un électeur d'un certain profil, c'est-à-dire qui serait plutôt favorable au projet de Benoît Hamon. Voilà, il fallait le trouver à cette époque-là, sans méchanceté aucune, je le précise, mais qui, par peur de l'extrême droite notamment, envisagerait de voter utile, comme on dit, mais dès le premier tour, et donc pour Emmanuel Macron. Et elle a beaucoup de mal, semble-t-il, à trouver quelqu'un qui corresponde à ces attentes-là, dans les délais impartis, tout du moins. Et dès lors, la question qu'on se pose en tant que spectateur, et je voudrais savoir quel regard vous portez là-dessus en tant que cinéaste, l'impression qu'on peut avoir, c'est que pour les rédactions, la question qui est posée, c'est moins que se passe-t-il que qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et on peut avoir l'impression que la chaîne de production, d'une certaine façon, a tendance à corrompre un peu le contenu. Ou bien est-ce que je me trompe, ou est-ce que j'extrapole, ou est-ce que j'exagère ? C'est vrai que c'était un angle un peu spécial, je me souviens. Enfin, déjà, on a choisi cette séquence on a choisi d'ouvrir le film avec cette séquence qui est par ailleurs très drôle. Hein. Oui, déjà parce qu'elle nous amusait. On voit effectivement l'énergie et la joie aussi que déploie Astrid Mesmorian. Oui, qui se fabrique quand même une pancarte dans la voiture avec écrit France 2 urgent, nous cherchons un ammoniste. Mais le monteur extraordinaire du film, Baptiste Saint-Dizier, dit que c'est une sorte de séquence d'ouverture à la James Bond avec une mission impossible, trouver un électeur de Hamon. Ça avec quasiment, j'allais dire quasiment non, le chronomètre qui tourne, c'est-à-dire que la voiture se gare, il faut... Elle saute de la voiture, et elle finit d'ailleurs même par interpeller les gens dans la foule en disant il n'y a personne qui veut voter Benoît Hamon ici, voilà. Et les gens pensent que c'est une blague, mais donc c'est vrai que oui, par moments il y a des demandes un peu surprenantes et des angles un peu surprenants aussi. Et que là, il y a dans ce genre de cas, et c'est pas tout le temps le cas, il y a une certaine déconnexion entre ce qu'il y a sur le terrain et ce qui est demandé. Le problème, c'est que dans un moment comme ça, il reste tellement peu de temps avant le journal que c'est impossible de réajuster. De changer d'angle. Voilà. Donc j'ai bien vu, et là, Astrid, dans ces cas-là, elle était totalement lucide. Enfin, je veux dire, elle a bien dit que c'était très compliqué, mais je pense que là, c'est vraiment une histoire de rythme et de temporalité. C'est infaisable, quoi. C'est de décider de changer son fusil d'épaule. Donc, c'est surtout ça que je retiens de ce moment-là, en fait. C'était absolument ça la question. Merci pour cette réponse.
Je vous propose à présent qu'on fasse une courte pause musicale. On reviendra juste après, encore une fois un peu plus en détail encore sur Première Campagne. Courte pause musicale, donc la première de cette émission, enfin en ce qui me concerne, parce que Francis évidemment se distingue comme toujours par sa programmation musicale musclée et sensible à la fois. C'est aussi l'occasion, cette pause musicale, d'un hommage à Scott Walker, donc, qui nous a quittés le 22 mars, ainsi que du traditionnel instant sentimental de l'émission. J'avais été très touché sur les réseaux sociaux par les réactions des uns et des autres à l'annonce de sa disparition. Chacun y allait de son petit mot ou de sa chanson préférée. Et l'un de mes contacts, je ne le nommerai pas, je crois qu'il n'écoute pas Radio Libertaire, donc il ne se sentira pas impliqué, racontait qu'il s'était marié au son de Copenhagen, chanson extraite du 3e album solo de Scott Walker. À mes connaissances, le mariage n'a pas tenu, mais la chanson, elle, est restée. Ce petit témoignage m'avait ému. Si quelqu'un vous est cher à Copenhague ou ailleurs, alors cette chanson est pour vous, chers auditeurs. De retour sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous écoutez Longtemps je me suis couché de bonne heure. Thomas Fouet au micro en compagnie d'Audrey Gordon autour de son documentaire Première Campagne. Et donc j'avais annoncé juste avant cette petite pause musicale qu'on allait continuer à évoquer le film un peu plus en détail. J'aurais tendance à dire moment par moment. Il y a un autre moment qui m'intéresse beaucoup dans le film. J'en parlais dans ce petit billet d'introduction tout à l'heure. Il y a ce moment donc qui fait le tour des rédactions et qu'on voit en une de plusieurs quotidiens et qui est celui de la cristallisation, d'après le sens où l'entendait Stendhal, mais qu'ont repris depuis donc un certain nombre d'analystes politiques. La question étant donc, est-ce que le vote Macron, au moment où vous tournez cette scène, est en train de se cristalliser? Le mot circule donc ainsi d'une rédaction à l'autre. Et Astrid Mesmerian fait une recherche sur son smartphone. Elle y dit donc que la cristallisation est chez Stendhal, pour aller vite, ce moment au cours duquel se fixe le sentiment amoureux. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'assez troublant dans ce relatif suivisme des rédactions, ces moments où tous les organes de presse se passent le mot, se sentent tenus de reprendre, de commenter, de réagir à une formule lancée par les confrères? Encore une fois, je vous interroge, vous, en tant que cinéaste, par rapport à cette pratique-là et à la façon dont vous avez pu l'observer. Si vous l'avez conservé au montage, c'est bien qu'il y avait quelque chose à en dire, que c'était une pratique qui n'était pas nécessairement isolée. J'imagine que la scène est assez drôle, mais que par ailleurs vous l'auriez écarté du montage si c'était un moment isolé ou pas représentatif. Alors oui, c'est vrai que c'est assez troublant et en même temps, justement, dans un film, enfin, c'est passionnant d'assister à ça. D'une manière générale, déjà pendant cette campagne, c'est vrai que c'était de toute façon toujours amusant quand Astrid était en train de traiter un sujet, d'entendre que c'était le même sujet dont on parlait à la radio, dans les journaux, à la télévision, et c'est un circuit de l'information qui est assez vertigineux. Ça m'amusait déjà au quotidien. Sur le mot cristallisation, il y a plusieurs choses qui me plaisaient. D'abord, en effet, c'était un mot qui avait été employé, je crois, si je me souviens bien, par un politologue, et le mot est devenu le mot à la mode, et donc en effet tout le monde s'est mis à parler de cristallisation en quelques heures, et on en a parlé pendant toute la semaine, mais en fait, au-delà de ce que ça raconte sur le circuit de l'information, en termes de cinéma, justement, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup, parce que toute cette évocation amoureuse, ce mélange, enfin, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez romanesque dans tout ce mélange-là. Oui, et puis dans une campagne présidentielle, qui plus est dans le contexte de la Ve République, enfin, il y a quelque chose de passionnel dans ce rapport politique qu'ont les gens aux candidats, à l'incarnation, Oui, et on fait souvent des analogies là-dessus, et puis c'était aussi, il y avait plein d'épaisseurs différentes, mais c'était aussi le mot cristallisation résonnait aussi avec ce que moi je vivais en filmant Astrid. Enfin, il y avait quelque chose comme ça où tout se cristallisait autour d'elle, puisqu'elle était un peu au centre, de la même manière que il y avait plus d'espace pour rien d'autre que pour Macron. Dans la vie d'Astrid à ce moment-là, au sens professionnel du terme, je veux dire, elle avait rien le temps de faire d'autre que ça. D'ailleurs, vous montrez très peu d'images de sa vie privée, personnelle. Parce qu'elle dormait quand j'étais pas là, en fait. Il y avait à peu près aucun autre espace pour rien. Enfin, on la voit une fois avec son père, oui. où elle se pose des questions sur son métier. C'est une question politique, en l'occurrence. Elle interroge sa pratique de journaliste et le candidat Macron et ce que représente cette élection. Donc c'est encore une fois une scène politique. C'est presque du travail, mais c'est... Absolument. Mais c'est vrai qu'il n'y avait aucun espace à ce moment-là. Les 2 derniers mois de la campagne, c'est assez aliénant comme rythme.
rythme. Et donc, de la même manière qu'il n'y avait plus que Macron dans la vie d'Astrid, il n'y avait plus que Astrid dans ma vie à moi. Et donc, l'idée de cristallisation résonnait de tous les côtés et ça me plaisait beaucoup. C'est assez beau, c'est une forme de déclaration, c'est très beau. Un autre moment qui m'a aussi beaucoup fait rire, d'autant plus qu'on voit bien qu'Astrid Mesmorian n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes en pèlerinage, monsieur Macron ? C'est la question qu'elle pose au candidat donc, lorsque celui-ci se met en scène avec son épouse dans une station de montagne où il a donc ses habitudes. Et alors, le moment qui m'intéresse beaucoup, et là, ça peut interroger votre pratique de cinéaste, c'est celui où lui pose la question, donc Emmanuel Macron répond, mais il y a eu un petit souci technique, et il faut donc rejouer la scène, c'est du moins ce qu'elle lui demande. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, et pourtant ça questionne la méthodologie du reportage, une question d'urgence, encore une fois, il faut revenir avec un sujet, il faut revenir avec la réponse du candidat dont on a la charge. L'instant est passé, mais il faut peut-être le rejouer. Quel regard vous portez sur ça quand vous assistez à cette scène-là ? Alors, déjà, c'était compliqué à filmer parce que de la même manière qu'ils n'ont pas pu filmer parce qu'on était quand même dans la neige et tout le monde se cassait la figure et je faisais pas trop la maline non plus. Mais donc, il y a des choses techniques comme ça. Je sais plus si c'est pour ça qu'il n'avait pas pu filmer à ce moment-là, mais il y a des choses techniques qui sont voilà, les aléas du métier. Et oui, ce moment m'amusait, mais en fait, c'est vrai que finalement, c'est pas tant... Elle refait la question parce qu'en effet, il faut ramener un son et une image et c'est comme ça. Et si on l'a pas eu, il faut le refaire. Mais je dirais pas que c'est plus faux ou moins vrai, enfin plus faux ou plus vrai pour autant parce que c'est de toute façon de la communication ce qu'il est en train de faire et donc je suis pas sûre que la première réponse soit plus vraie que la seconde. Enfin concrètement, ça change pas grand chose. Donc c'est ça qui est amusant, c'est qu'on peut faire dire à cette scène ce qu'on veut et que tout ça n'a qu'un grand spectacle et que tout ça est fabriqué. Mais finalement, quand il l'a refait la deuxième fois, c'est exactement la même réponse. Donc, en réalité, c'est amusant de se rendre compte que ça change pas grand-chose. C'est une réponse qui, de toute façon, a été répétée, qu'il était prêt à fournir je pense. À l'avance et aussi souvent que nécessaire, oui. Et alors... Le film questionne évidemment, j'en profite pour rebondir là-dessus, l'articulation entre la sphère politique et la profession de journaliste. Comment elle s'en sert, comment à d'autres moments elle la tient plus à distance selon les nécessités. Est-ce qu'il est possible justement d'entretenir une relation un tant soit peu saine aux politiques quand on est embarqué dans un tel barnum, dans une telle situation ? Est-ce que c'est possible ? C'était exactement la question que je me posais avant de faire le film, parce que en documentaire, par exemple, moi je serais incapable de faire le métier d'exercer le métier de journaliste politique. Quand on fait un documentaire, en tout cas. Et pourquoi ? Pour quelle raison ? Déjà parce que puisque vous avez une formation de journaliste. Oui, c'est vrai, mais le rythme m'effraie et puis. Parce que je crois que finalement j'aime bien me sentir, pouvoir éprouver une vraie empathie pour les personnages que je suis et parfois peut-être manquer de distance, j'en sais rien, mais en tout cas être dans l'empathie qui est celle plus du cinéma qu'on peut pas se permettre dans le journalisme politique et c'est ça qui m'impressionnait, c'est la façon dont tous les jours, Astrid faisait une sorte de, je sais pas, d'examen de conscience, quoi. Est-ce que j'ai eu assez de distance aujourd'hui ? Comment faire pour en avoir plus ? Si j'ai manqué de distance, est-ce qu'il faut que je mette, par exemple, de l'humour dans mon sujet pour essayer de compenser ? De se poser toujours les questions, d'aller jusqu'à interroger sa propre responsabilité dans tout ça. Elle demande même à son père, à un moment, à qui elle demande souvent conseil. C'est un assez beau moment, oui. Est-ce que tu penses que Macron est une construction médiatique ? Ça veut dire qu'elle interroge la responsabilité des journalistes. Ça me touchait beaucoup. Et puis la manière dont elle fixait ses règles, par exemple, elle avait décidé, on l'entend un moment dans le film, de toujours vous voyez les équipes de campagne parce que les gens se tutoient énormément. Elle en fait d'ailleurs la réflexion à un de ses collaborateurs, elle lui dit « tu as tutoyé ». Voilà, et elle lui reproche d'avoir tutoyé. Oui, exactement. Si bête, Ndiaye. Et c'est vrai que c'est un milieu où les gens se tutoient beaucoup. Et Astrid, c'était une manière pour elle, une sorte de signe visible qu'elle pouvait afficher, de garder une certaine distance. Il y avait plein de petites choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup dans la manière de conserver cette distance-là. Et
Et ce que j'aimais, c'était l'idée qu'on ne sait pas vraiment quelle est la réponse à cette question de la distance, mais ce qui était intéressant, c'est de se la poser tous les jours, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai suivi quelqu'un qui se la posait tous les jours. Ça m'intéressait. Et elle a une formule qui me plaît pour décrire cette relation dont vous parlez entre la journaliste et le candidat. Elle dit il faut l'aimer non pas avec son cœur, mais avec son cerveau, c'est-à-dire avoir une vraie curiosité pour le personnage qu'on suit, parce qu'évidemment, il faut quand même avoir envie de le connaître, de comprendre un peu comment il fonctionne. Et voilà, cette formule-là, je trouve, résume bien la relation. Donc, oui, je pense que c'est possible, mais ça demande cet examen de conscience quotidien. Une forme de discipline, de gymnastique quotidienne. Voilà. Et alors, cette relation que vous évoquez entre la journaliste et le candidat, elle comporte sa part de mélancolie. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez beau vers la fin du film. Elle se demande si Emmanuel Macron, qu'elle suit depuis des mois, connaît son nom. Mais finalement, est-ce que ce candidat sur lequel je fais les sujets quotidiennement depuis des mois, est-ce qu'il connaît mon nom? Alors il me demande si ça va, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il connaît mon nom? C'est un moment assez touchant, il y a une petite forme de tristesse. On sent que on ne sait pas jusqu'où va son empathie, sa sympathie, son antipathie, ça qui est très bien d'ailleurs envers le candidat Emmanuel Macron, mais il y a une petite forme de tristesse là-dedans. Est-ce qu'il sait comment je m'appelle? Alors je pense que la tristesse... Ou c'est moi qui l'interprète? Alors si, il y a une tristesse dans cette scène qui n'est pas, je pense, liée particulièrement à cette question, mais plus au fait que c'était vraiment le dernier matin de campagne et qu'elle était en train de finir cette mission quand même... totalement nouvelle et assez incroyable. Enfin, c'était tout d'avoir suivi des mois de campagne. Donc, je pense que c'était une nostalgie générale que quelque chose arrivait toucher à sa fin. Mais c'est vrai que ce qui me plaisait dans ce moment un peu assez poétique où le jour commence à se lever et puis tout à coup elle se met à faire le bilan dans la voiture. Et en fait, c'est quelqu'un de son équipe qui lui dit mais il te connaît, enfin il connaît ton prénom, et tout à coup c'est parce qu'on lui pose cette question qu'en fait elle se rend compte qu'elle en sait rien. Qu'elle en sait rien. Et j'avais envie que cette idée arrive un peu à la fin du film, parce que ça raconte tellement bien au fond cette asymétrie qu'il y a, c'est incroyable dans cette relation. Elle passe des mois à lire des choses la nuit sur lui, à enquêter, elle connaît son enfance, elle connaît, enfin elle pourrait presque faire une analyse de sa personnalité, enfin c'est... Et lui, on ne sait pas en effet s'il connaît son prénom. Bon, on le sait toujours pas d'ailleurs, mais ça voilà, je trouvais que ça racontait. Alors que depuis, beaucoup. Elle a continué par la suite à le suivre par moment, en déplacement, par moment ponctuellement. Oui. Alors, on parlait de la fonction de journaliste, de la distance nécessaire au métier de journaliste. Je voudrais évoquer avec vous justement une figure familière qui est assez importante parce qu'on la voit échanger, il y a une forme de transmission qui opère, il y a quelque chose de l'ordre de l'amitié aussi, on s'en doute, entre elle et Astrid Mesmorian. Et c'est une figure familière puisqu'elle est non seulement responsable du service politique de France 2 mais aussi éditorialiste. Donc c'est une habituée par ailleurs des plateaux de télévision. Ma question n'est pas du tout polémique. Il s'agit de Nathalie Saint-Cricq qui apparaît à plusieurs reprises dans le film. Donc elle fait partie notamment des cibles privilégiées. Le plus souvent c'est assez drôle d'un blog que tient par exemple Samuel Gontier pour Télérama et qui chaque semaine décrypte notamment le discours des éditorialistes, ce qui se dit, ce qui est véhiculé sur les plateaux de télévision. Et il lui est reproché à elle comme à d'autres d'ailleurs, pas plus elle qu'une autre, de faire le jeu du pouvoir, d'une certaine idéologie. On met en cause sa probité, son idéologie marquée d'un certain côté plutôt que d'un autre. Est-ce que vous vous expliquez cette défiance à l'égard de la profession de journaliste et qui depuis quelques années n'a cessé de croître? Et j'ai l'impression que ça s'est encore accentué au cours de la dernière présidentielle, avec quelquefois une véhémence proche de la violence, d'hostilité à l'égard du métier de journaliste. Comment vous vous expliquez ça? Alors déjà juste sur Nathalie Saint-Cricq, c'est vrai qu'il y avait, c'était un personnage important du film pour moi parce que j'étais très attachée à cette question de la transmission justement dans l'idée d'une première campagne et je guettais le plus souvent possible les dialogues entre Astrid et sa chef parce que l'idée de ces deux femmes de générations différentes qui dialoguaient me touchait beaucoup. Sur la défiance...
je trouve qu'à ce niveau-là, c'est assez inquiétant. Enfin, évidemment qu'il y a des choses à reprocher par moment, et d'ailleurs les journalistes sont souvent les premiers aussi à s'en rendre compte, et je trouve que ce qui se passe aux États-Unis par exemple est intéressant en ce moment. Il y a des grands... Oui, si je me permettais de poser la question, c'est parce qu'évidemment ça va au-delà du contexte franco-français, et qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans un certain nombre de démocraties occidentales notamment. Oui, et là en ce moment il y a beaucoup de grands journalistes, de grands médias américains ou de grands éditorialistes qui s'interrogent en ce moment justement sur leur responsabilité dans l'élection de Trump, et qui se demandent si ce qu'ils ont fait, quelle est leur part de responsabilité, et qu'est-ce qu'il faudra faire surtout pour la prochaine élection, et qu'est-ce qu'il faudra ne pas reproduire comme erreur. Et ça c'est quelque chose qui m'intéresse, et qui était un des aspects qui m'intéressait dans le film quand je disais qu'Astrid s'interrogeait aussi sur sa propre responsabilité. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est important en ce moment, de questionner le métier. Oui. Et c'est justement, j'ai posé cette question à Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont deux grands journalistes de presse écrite, qui ont dialogué autour du film avec Astrid, et sur, par exemple, est-ce qu'il faut relayer toutes les informations, par exemple la question des tweets aux États-Unis. Enfin, c'était intéressant de discuter avec eux, et pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ce que les médias racontent tout le temps ce spectacle politique de cette manière-là. Et eux disaient que c'était d'abord quand même le champ politique qui avait changé, et que les médias étaient souvent commençaient par relayer ce à quoi on assistait dans le champ politique, et que donc c'était ça qui pouvait aussi donner la sensation de ce spectacle-là dans les médias. Mais je trouve que justement parce que c'est aussi décrié, c'est courageux de la part de journalistes d'ouvrir, d'accepter d'être transparent, de montrer comment on travaille au jour le jour, parce qu'il y a énormément de fantasmes sur ce métier, et que voilà, moi c'est ça qui m'intéressait aussi, c'était de montrer que finalement c'est d'abord un métier avec ses outils, avec ses contraintes, avec son rythme. C'est l'évocation d'une personne, d'une protagoniste en particulier, mais c'est plus largement l'évocation d'une profession, de gens au travail. Voilà, et c'est ça qui m'intéressait, c'était de filmer quelqu'un au travail, mais vraiment comme on aurait filmé un artisan. Enfin, et je trouve que c'est important, particulièrement en ce moment, avec toute cette défiance. Alors j'aurais une dernière question, sans doute. Elle concerne le montage du film. Le film est assez court, alors très efficace, très tenu, très dynamique du coup. Comment ça s'est passé justement au montage ? Dans quelle quantité, dans quelle masse d'images avez-vous prélevé ? Et comment vous l'avez pensé ce montage ? Pourquoi ce format relativement court ? On est un peu au-delà d'1h10. Hein. Comment vous l'avez pensé ce montage-là en termes de dynamique, en termes d'articulation entre les diverses choses que vous aviez récoltées ? Comment ça s'est pensé ? Pourquoi avoir choisi ce format plutôt court ? Donc on n'avait pas de format en tête quand on a commencé à monter, et en fait le temps du montage a été extraordinaire pour Baptiste, le monteur, et moi, parce que autant pendant le tournage on était vraiment dans le temps de l'actualité, et ça c'est assez curieux en documentaire, autant le temps du montage c'était vraiment le temps du cinéma, et là on était enfin dans notre propre temporalité. On a revu, il fallait déjà plus d'un mois pour tout revoir, il y avait plus de 100 heures de rush, et donc on a revécu en fait cette campagne à notre propre rythme, et ça c'était vraiment intéressant parce qu'on n'était plus noyés perdus dans la tempête médiatique, et donc c'était l'occasion de prendre un petit peu de recul, de prendre un peu d'air. Et il y en avait vraiment besoin, parce que j'avais quand même plus beaucoup d'espace moi-même c'était aussi ma première campagne, et j'avais plus beaucoup d'espace pour me poser toutes les questions pendant le tournage. Donc c'est vraiment pendant ce montage-là qu'on a remis tout à plat, et que petit à petit, on a essayé de retrouver et de restituer le plus fidèlement possible le rythme qui avait été celui de la campagne, pour que le spectateur puisse ressentir un petit peu ce rythme-là. Donc c'est pour ça que ça va assez vite quand même, le montage est souvent assez rapide. Et puis après, il y avait des questionnements aussi
déjà des questions de narration, évidemment, parce que comme il n'y a pas d'interview, qu'il n'y a pas de commentaires, il faut quand même que les choses se tiennent narrativement. Ça se définit uniquement par les actions. Voilà, donc il faut que les scènes puissent tenir d'elles-mêmes. Et puis, on essayait de faire en sorte que, en termes de récit politique aussi, ça soit quelque chose qu'on puisse regarder quelques années après sans être complètement paumé sur tel candidat ou tel ministre qui a rallié Macron, parce que ça venait d'un peu de tous les côtés, et que ça soit pas désagréable, disons, de le regarder longtemps après. Donc que c'était toutes ces questions-là qu'on avait en tête. Audrey Gordon, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc que Première Campagne est en salle à partir de mercredi prochain, mercredi 17 avril, et pour ce que donne à voir le film de la profession de journaliste, du contexte politique contemporain, du rapport entre les deux, et aussi pour le portrait qu'il fait de cette assez épatante Astrid Mesmorian, nous vous recommandons chaudement le film. Merci encore. Ce jour-là, dans ce fast-food blindé de jeunes gens bruyants, origines et couleurs mélangées, dans ces odeurs de friture, dans cette rumeur joyeuse, chaotique. Ce jour-là, dans ce fast-food blindé de jeunes gens comme toi, pour une fois, sans rien dire, pour une fois, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Ce que tu vivais, ce que tu voulais, comment tu imaginais, avec légèreté, avec recul, avec lucidité, ainsi qu'un humour aiguisé. Ce jour-là, je me suis senti vieux, mais confiant. Ce jour-là, j'ai vu le futur dans tes yeux, et il était bien plus heureux que prévu. Ce jour-là, j'ai vu le futur dans tes yeux, et il était bien plus heureux que prévu. Et il était bien plus heureux que prévu. J'ai vu le futur dans tes yeux, et il était bien plus heureux que prévu. Ce jour-là, j'ai vu le futur dans tes yeux, et il était bien plus heureux que prévu.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Francis Gavel, de nouveau au micro. Dans son passionnant ouvrage Dialectique de la pop, publié l'été dernier aux éditions La Découverte, Agnès Guéraud, docteur en philosophie et musicienne sous le pseudonyme de La Féline, s'interrogeant sur la notion libératrice de la fête, écrit ceci. La question posée ici est plutôt de savoir si la musique qui déchaîne les pulsions, la musique de la fête, la musique de l'extase, n'est pas elle-même disciplinante. Même après des décennies de free parties et d'émancipation par la fête, et par la danse, un de ces vecteurs constituants, serais-je tenté d'ajouter, la question reste toujours ouverte. Est-ce que la fête soulage de la frustration de l'aliénation ou émancipe de cette aliénation ? Il est sans doute réactionnaire de dénoncer les fêtes, mais aucune garantie n'est donnée qu'une fête soit émancipatrice. Alors, quand le Michel Clouk Duo, pour son 4e album, fait le choix de nommer celui-ci « Danser, danser, danser sur les ruines », on serait tenté de répondre que non, la fête n'émancipe pas, qu'elle canalise juste nos révoltes, les travestissant en bacchanal cool et fun, qui perdurant tout au long de nos existences nous feront ainsi accepter toutes les évolutions dystopiques de nos sociétés contemporaines, puisque même sur les ruines de nos démocraties, nous pourrons continuer à danser, danser, danser. Mais peut-être qu'au-delà des riffs de guitare saillants de Michel Clouk et des rythmiques assénées de Julien Ruffier, vient s'offrir à nous, au détour d'une ligne de basse tout en rondeur sonore, l'éventualité de bousculer le monde, ce monde sombre auquel on veut, esclaves résignés, nous contraindre, et qu'à travers l'adresse « Le futur dans tes yeux », le titre que nous venons d'écouter, qu'une adolescente livre à son père, instant directement autobiographique de l'album, le futur sera bien plus heureux que prévu et que danser, danser, danser ainsi sur les ruines témoignera, renversant le questionnement posé par Agnès Guéraud, de l'insurrection accomplie et de notre liberté physique et mentale retrouvée. L'album donc de Michel Clouk Duo est disponible depuis le 29 mars dernier. Et je recède tout de suite l'antenne et la parole à Thomas Fouet. Merci Francis. Une petite précision par rapport à l'entretien qui n'aura pas manqué de vous passionner, chers auditeurs, avec Audrey Gordon pour son film Première campagne. Pour celles et ceux qui donc auraient été passionnés, et je pense que vous êtes nombreux par cet entretien, je précise que demain a lieu une avant-première, l'occasion de la projection du film et d'une rencontre. Demain, donc dimanche 14 avril, c'est à 16h, c'est à l'entrepôt et c'est en présence d'Audrey Gordon que nous recevions l'heure précédente et d'Astrid Mesmorian. Pour cette deuxième heure de cinéma que nous ouvrons, nous avons choisi de rester dans une tonalité, je dirais, globalement politique. Que dit le cinéma de l'époque, de la France contemporaine ? Que cherche-t-il à en dire tout du moins, côté fiction ou côté documentaire ? Que dit-il également, nous y viendrons tout à l'heure, de la Bulgarie d'antan ? Et pour cette table ronde critique, pour ce tour d'horizon des sorties en salle, j'accueille mes complices du soir qui représentent la rédaction des fiches du cinéma. Amélie Leray, bonsoir Amélie. Bonsoir. Ravi de te retrouver. Et Gilles Tourment, bonsoir Gilles. Bonsoir Thomas. Et nous commençons côté fiction, avec La lutte des classes, le nouveau film de Michel Leclerc. Après Le nom des gens, Télégaucho et la vie très privée de Monsieur Sim, c'est plutôt sans doute avec la veine du nom des gens qu'il s'agit ici de renouer. En quelques mots, un couple s'installe à Bagnolet, dans la banlieue parisienne, et fidèle à ses principes plutôt marqués à gauche, on pourrait les qualifier de bobos, même si je n'aime pas beaucoup la dénomination, inscrit son fils à l'école publique. Mais voilà, tout n'est pas si simple. La vérité du terrain, ainsi qu'on dit parfois dans la classe politique, pour s'excuser de ne pas y aller, va mettre à l'épreuve leurs beaux principes. Les voici bientôt tentés de mettre leur fils dans le privé. Ils vont donc se heurter à leurs propres contradictions. C'est avec Édouard Baird, Leila Bekti et Ramzi Bedia. Et à l'écriture, on retrouve bien évidemment Baya Kasmi, fidèle que scénariste et par ailleurs compagne de Michel Leclerc. Cette précision pour souligner qu'en entretien, Michel Leclerc et Baya Kasmi ont laissé entendre que le film était en partie inspiré peut-être de problématiques personnelles. Vous avez vu le film, chers camarades ? Oui. Qu'en avez-vous pensé ? Vas-y. Amélie. Je commence ? Oui. Alors moi j'avais quelques craintes avant d'aller voir ce film. J'avais peur que ce soit très cliché. Voilà, j'avais quelques craintes et finalement c'est un petit coup de cœur. Le film a plusieurs défauts. Donc il y a effectivement quelques clichés, il y a des différences, parfois on bascule dans un ton qui est un peu inattendu et qui peut déstabiliser un peu le spectateur. Mais globalement c'est quand même une comédie très très réussie, très finement écrite, très drôle. Effectivement, je suis d'accord avec toi, ça renoue, on revient au nom des gens.
ça révèle aussi beaucoup le génie comique d'Edouard Baird, qui est parfait dans chacun de ses films, j'ai l'impression. Et qui choisit de mieux en mieux les entrées de sa filmographie, sans doute. Ouais, c'est... voilà, et voilà, les questions sont intelligemment posées, pardon. On est dans un milieu parisien très proche, et pour autant, je pense que ça peut parler à tout le monde. Et il n'y a pas un effet d'enclave sociologique, voilà, un effet excluant. Voilà, sinon je pense que ça m'aurait pas beaucoup plu. Et le film va aussi au-delà de son sujet. Ça pose des questions plus universelles aussi sur la notion de la réussite. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment super dans ce film. Et voilà, tout ça peut paraître. Je pense que pour certaines personnes, ça peut paraître quelquefois un peu niais ou un peu binaire, mais moi je trouve que tout ça fonctionne très très bien, et j'ai vraiment passé... je trouve que ça fait du bien de voir des films comme ça dans le cinéma français, une comédie fine et bien jouée, quoi. D'accord, voilà. La mécanique fonctionne. Ouais. Gilles ? Oui, je soutiens complètement ce que vient de dire Amélie, à ceci près que ça prouve qu'en France, quand on veut, on peut parler de choses graves dans la légèreté. Et c'est quand même un film, on parle souvent, on retient souvent l'idée de comment mettons ces enfants dans une classe aujourd'hui et qu'on veut le meilleur. Mais le film va bien plus loin que ça. C'est un film qui parle bien sûr de la diversité, de la laïcité, du jargonnage de l'éducation nationale. Il faut voir comment ils appellent un crayon à l'école aujourd'hui. On se souvient tous... Alors est-ce que c'est pas un peu cliché ? Parce que j'allais citer cet exemple-là, il y a cette je sais pas, c'est une vérité ou quelque chose qui a été monté en épingle, le ballon qu'on appelait donc, qu'on dénommait référentiel bondissant. Voilà. Je voyais qu'on en faisait des gorges chaudes. Voilà. Tu confirmes que c'était une... Oui, par des amis, instits et profs, je peux certifier que ce vocabulaire existe vraiment. Il y a aussi les désillusions, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'Edouard Baird, c'est un vieux bobo, mais qui était à gauche et qui essaye de s'ancrer dans son idéologie et qui, petit à petit, s'aperçoit de l'écart qu'il y a entre son idéal et la réalité du monde d'aujourd'hui. Tout ça est brassé. Et puis, il y a une attaque aussi contre les fondamentalismes, qu'ils soient politiques, religieux, bio. Il y a un moment dans le jardin comme ça d'agrumes, etc., qui est très 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 drôle, où on ne peut plus manger, quoi. Tout est brassé avec beaucoup de douceur, beaucoup d'humour, beaucoup de distance. Le fondamentalisme de l'agrume, donc. Exactement, mais celui qui attire des pépins. Et donc, et il y a des phrases qui sont merveilleuses. Il y en a deux d'anthologie. C'est un moment où le père dit, mais aujourd'hui le blanc n'est plus une couleur de peau, mais une classe sociale. C'est digne d'Audiard ou de Janson pour les plus anciens. Ou une autre aussi, c'est quand le proviseur, qui lui est un Français de seconde, troisième ou quatrième génération, qui explique à Edouard Baird, mais qu'il faut qu'il laisse son fils parce que ici on veut des blancs pour la diversité. Et c'est dit avec une finesse de ton, et ça brasse vraiment le vadémécum de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Tout est fin, tout est dit, des questions sérieuses sont posées, mais avec suffisamment de recul et de douceur pour que chacun y trouve sa part et le complète par lui-même. Même si je partage comme Amélie certains changements de ton, notamment la fin, peut à un moment donné laisser un peu sur sa fin, FAIM d'ailleurs. Mais j'en dirai pas plus parce qu'il faut voir ce film. Pour une fois qu'on a un film français intelligent, politique au sens noble du terme, qui ose et qui sort de la franche rigolade, il faut vraiment l'aider. Un premier film validé par la rédaction des Fiches du cinéma. Allez, on coche. Et je précise que La lutte des classes de Michel Leclerc donc est en salle depuis le 3 avril. Vous pouvez d'ores et déjà le découvrir. Politique surtout, mais un contexte, une économie et un registre tout à fait différents puisqu'il s'agit d'un documentaire. Ce documentaire, c'est L'époque. Titre ambitieux s'il en est, saisir l'époque, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Un portrait de la jeunesse contemporaine, en tout cas, parisienne et alentour, puisque le film s'aventure un peu au-delà du périphérique. C'est ce qu'a voulu faire Mathieu Barrère dans son documentaire, donc intitulé L'époque, et que vous pourrez découvrir en salle à partir de mercredi prochain. Je cite Valentine Vérac, qui en a signé la critique pour les Fiches du cinéma. Le documentaire s'ouvre sur cette réponse de Rose, militante à Nuit debout, dont l'esprit poétique aime à jouer avec les mots, afin de mieux nommer les choses. C'est quoi l'époque, dit-elle ? L'époque, c'est le son que ça fait quand tu te prends un coup de matraque. Poc, poc, poc. C'est aussi le son des boucliers quand tu balances des bouteilles de verre dessus. C'est le son que ça fait quand tu heurtes le crâne de Valls contre celui de Macron. Je ne pouvais pas m'empêcher de
ponctionner cette citation dans le corps filmique. Voilà donc une première façon d'envisager l'époque et qui donc, vous l'aurez compris, n'est peut-être pas tout à fait pour me déplaire, mais il y en a bien d'autres dans le film de Mathieu Barrère. Allez, j'ai envie de donner la parole pour commencer cette fois à mon camarade Gilles. Alors là, c'est un documentaire fascinant à tout point de vue. Sur le plan visuel, il y a des idées d'images qui sont extraordinaires. Si vous y allez, vous verrez un moment comment filmer la place de la République au petit matin quand les arroseuses municipales passent et faire d'un moment purement trivial de la vie de tous les jours une vraie métaphore politique, puisqu'on voit l'eau envahir peu à peu le trottoir, la caméra étant inversée, on a l'impression qu'elle vient laver la statue de la République, et qu'en même temps, comme le trottoir est en haut, que l'égalité, la fraternité sont maintenant des plafonds de verre qu'on ne peut plus dépasser. En une image, je trouve qu'on a un message que 1h30 de film ne pourrait pas dire avec autant de puissance. Il y a Rose, comme vient de le dire Thomas, qui est un personnage phénoménal, qui ouvre et clôt le film, et qui fait mal au cœur à la fin, puisque cette femme intégrée qui parle un français que bien peu de Français ne prononcent plus envisage de quitter le pays parce qu'un jour un CRS a mimé un singe devant elle, et elle explique comment ça lui a donné envie d'écrire au président de la Répu oblique, comme elle dit. Jolie formule. Et voilà. Et où elle explique que, certes, ces icônes à elle, qui sont Fanon, Sangor et Angela Davis, font rêver, alors que ceux du président font crever. C'est un film qui est, sur le plan formel, des images, sur le plan du fond, de ce que ça dit des jeunes d'aujourd'hui, de la jeunesse d'aujourd'hui, absolument exceptionnel. Il faut savoir qu'il y avait 250 heures de rush, qu'il a tourné pendant 3 ans entre Charlie Hebdo et l'élection présidentielle, pour arriver à avoir cette masse d'informations. Et alors, pour un homme de mon âge, je ne le révélerai pas, mais qui a connu 68, en étant dans son adolescence, c'est une question, la question finale, et qui est douloureuse, c'est de se dire, mais qu'est-ce que nous, à notre âge, on a fait pour gâcher un tel avenir que nous avions quand on avait 20 ans, et quand on voit que les jeunes d'aujourd'hui, la seule question qu'ils se posent, c'est: que va-t-on faire de notre avenir, alors que nous, c'était comment va-t-on le transformer? Quand on voit ça, on se dit on a quand même gâché beaucoup de choses, sachant que beaucoup de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui étaient ceux qui faisaient la révolution hier. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a raté dans ces 40 ans? Moi, c'est la première question que je me suis posée en sortant. Rien que pour ça, il faut voir ce film. Et on comprend beaucoup de choses d'aujourd'hui. Juste pour terminer, bien sûr, encore une phrase que j'avais relevée. Tout le temps, cher Gilles. Et alors vous allez voir pourquoi. Un des jeunes qui est là dit: c'est au peuple de bouger, il faut leur faire peur pour les contrôler. Il parle des politiques et des magistrats, comme ils nous font peur, eux, pour nous contrôler. C'était, il y a 3 ans, prévoir le mouvement des Gilets jaunes. Tout est dit dans un film à cette époque-là, donc il y a 3 ans. Donc quand on nous dit qu'on n'a pas vu venir le mouvement aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'aveugles dans la société. Serions-nous donc en période pré-révolutionnaire? C'est un autre débat. Mais merci pour cette citation assez éclairante, Gilles, en effet. Amélie? Je n'ai pas vu Très bien, l'époque. C'est formidable. Eh bien, je propose, ce sera l'occasion de faire une petite pause musicale, donc, pour ponctuer ce petit couac. Nous allons donc faire une pause musicale un peu plus longue que celle par laquelle nous avions ponctué cette première heure d'entretien avec Audrey Gordon. Oui, et on peut même rajouter, le temps que la musique arrive, que on ne sait pas bien sûr comment il a fait ses choix. C'est toujours le problème qui se pose dans un documentaire comme ça. Mais quand on voit le nombre d'intervenants, de témoignages, et la diversité des classes sociales, parce qu'on les voit pas vestimentairement, dans la façon de s'exprimer, on se dit que c'est une belle représentation de notre époque. Ouais, qu'il n'y a pas de malhonnêteté sur le choix. Je crois qu'il faut le souligner. Merci. Un deuxième film donc validé. À présent, musique donc. En quelques mots, il existe un très beau documentaire consacré à Scott Walker. Ah oui, nous y revenons. 30th Century Man, réalisé par Stephen Kijak, et dans lequel Brian Eno, musicien surdoué chez Roxy Music puis en solo, producteur tout aussi important, notamment de David Bowie sur sa trilogie berlinoise puis sur Outside, dit l'émerveillement que fut pour lui en 1978 la découverte d'un album, et cet album c'est Night Flights. Replaçons les choses dans leur contexte. Les Walker Brothers, qui, faut-il le rappeler, n'étaient pas frères, ont connu dans la deuxième moitié des années 60 un succès phénoménal. Par la suite, Walker a entamé une carrière en solo, publiant notamment coup sur coup 4 chefs-d'œuvre. Nous en écoutions un extrait en première heure, mais peu à peu, le succès s'étiole et en 1974, le groupe est reformé
En 1978, ils publient leur dernier album studio, Night Flights, un album un peu particulier. Chacun des membres du groupe écrit et compose de son côté ses propres titres. Les 4 premiers sont signés Scott Walker et ils figurent parmi les contributions les plus essentielles à la pop contemporaine. On écoute l'un de ces morceaux, The Electrician. On se retrouve dans 6 minutes de génie et je pèse mes mots. De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez Longtemps je me suis couché de bonne heure, Thomas Fouet au micro en compagnie de l'équipe des Fiches du cinéma, à savoir en l'occurrence ce soir Amélie Leray et Gilles Tourment, et à l'instant nous écoutions The Electrician des Walker Brothers et nous poursuivons donc notre tour d'horizon des sorties en salle. Toujours en mode politique, pourrait-on dire, avec Je vois rouge, documentaire de Bojina Panayotova. Je reprends tes mots, Gilles, pour introduire le film dans la critique que tu lui as consacrée dans les fiches. En France, depuis l'âge de 8 ans, la documentariste Bojina Panayotova interroge ses parents sur leur lien avec la police secrète sous la Bulgarie communiste. D'interviews en archives, une œuvre abrasive et néanmoins tendre sur le poids des secrets de famille. Là, c'est moi qui reprends la parole. Une façon pour elle donc de revisiter, ainsi qu'elle la qualifie, son enfance communiste enchantée, celle de la Bulgarie des années 80, dont l'autocrate Todor Zhivkov est alors président et depuis 1962. Avant cela, il avait été secrétaire général du Parti communiste. Quelle carrière. Le régime tombera, je le précise, en 1989. A-t-elle grandi dans le mensonge? Quel regard porté sur ses parents, à plus forte raison 25 ans après? Autant de questions que pose le film. Amélie, Gilles, qu'en avez-vous pensé? Qui veut ouvrir les hostilités? Amélie. Eh bien, j'y vais. Oui, donc c'est son premier long métrage documentaire. Elle avait fait plusieurs courts métrages. Elle a étudié la philosophie à l'ENS et le cinéma à la FEMIS, et ensuite elle est retournée en Bulgarie pour fabriquer des films dits sauvages. Et c'est vraiment le procédé qu'on retrouve dans Je vois rouge, dans une forme qui est un petit peu, j'avoue, c'est mon seul bémol, je commence par le bémol. Une forme un peu faite. Tu aimes bien commencer par souligner les points négatifs. Oui, absolument, pour ensuite terminer sur une meilleure touche, oui, tout à fait. Et oui, la forme est un peu fatigante, c'est-à-dire que donc il y a elle filme les gens, elle se filme, on a les entretiens qu'elle a avec sa famille via Skype, avec les problèmes techniques que ça implique, pour des problèmes de connexion, etc. Ça, parfois, je trouve ça un petit peu usant visuellement. Mais sinon, sur le fond, c'est assez passionnant. C'est un documentaire et en même temps une plongée très intime dans sa famille. Ça soulève ce sujet un peu, qui touche un peu tout le monde, le secret de famille. Et effectivement, on se pose la question... Le secret de famille est aussi un secret historique, d'une ampleur... Exactement, voilà. Et on se pose aussi la question, si moi je soupçonnais mes parents, ou mes grands-parents en l'occurrence, d'avoir collaboré à un régime totalitaire ou autre, effectivement, qu'est-ce que je ferais Et ce qui est intéressant, ce n'est pas anodin, c'est que c'est à partir de ses 30 ans qu'elle a commencé à se poser cette question. Et donc, voilà, ça peut souligner un passage de l'enfance, entre guillemets, de l'insouciance à la responsabilité, en fait. Puis ce moment où on est prêt à porter un regard autre sur ses parents. Exactement. Et un regard qui peut impliquer beaucoup de choses. D'ailleurs, ça risque de... Enfin, ça menace souvent de tourner à la catastrophe, cette affaire. Ses parents sont de plus en plus inquiets, très... comment dire, et de plus en plus secret aussi, quoi. Donc, ce qui ne fait que renforcer sa volonté à elle d'aller plus loin. Donc, voilà, je trouve ça assez passionnant. Voilà, seule réserve sur la forme, mais voilà. Sur la façon de gérer les différents régimes d'image. Voilà, exactement. Ça, je trouve qu'il y a un peu de choses à revoir, mais voilà. Et puis oui, la Bulgarie, l'histoire de la Bulgarie contemporaine, ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc j'ai aussi appris beaucoup de choses dans ce documentaire, ce qui est toujours mais que tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas l'histoire de la Bulgarie contemporaine, mais il y a tant de contextes géopolitiques et historiques à découvrir encore. Je ne comprends pas qu'on ne connaisse pas l'histoire de la Bulgarie. Mais tu la connaissais, Gilles? Non. Oh là là. Tu as écrit une thèse sur le sujet, je crois. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Alors Gilles, tu as vu Je vois rouge. Oui, et alors moi, c'est vert. Il faut y aller. Oui, non, j'ai pas du tout les mêmes appréhensions sur la forme, parce que pour moi, elle est très secondaire par rapport au fond. Déjà, la première phrase du documentaire, pour moi, est extraordinaire par rapport à l'époque, puisque la première phrase que pose Bojina, c'est quoi un mur qui s'effondre? À une époque où on en bâtit autant.
que ce soit au Moyen-Orient, aux États-Unis, où la Méditerranée est elle-même un mur, déjà la question est posée. Mais ça va plus loin, parce que c'est pas simplement le mur qui oppose les peuples entre eux, c'est aussi le mur qui oppose les générations entre elles. Et ce documentaire, ce qui est formidable, c'est qu'elle va, à travers cette histoire, essayer de se réconcilier avec ses parents en mettant à bas ce non-dit qu'il y a entre eux. Et on va voir au fur et à mesure du documentaire où elle enquête sur place, puisque aujourd'hui, comme en Allemagne de l'Est, les dossiers de la police secrète sont ouverts à tout le monde, on va voir au fur et à mesure de ces découvertes s'inverser l'appui de ses parents. Au départ, son père était tout à fait d'accord. Et au fur et à mesure qu'elle va sortir des affaires sur son père, on va le voir changer de ton. Et sa mère, qui au départ était contre, va petit à petit, elle aussi, inverser son propos. J'en dis pas plus parce qu'il faut le découvrir, mais il y a des moments d'anthologie. À un moment, son père a vendu des tableaux au temps de sa splendeur, puisqu'il est peintre, à des gens de la nomenclatura qui, aujourd'hui, depuis la chute du mur, sont tous mafieux. Et alors elle explique, elle dit à son père, mais si je faisais une course-poursuite de tes tableaux, je pourrais faire une carte de la mafia. Et son père qui lui répond, mais c'est quoi cette manie française d'entrer dans les détails? Et partant de là, il lui sort une phrase qui est formidable, qui est « Avoir des secrets à emmener dans sa tombe fait aussi partie des droits de l'homme ». Et là, ça devient intéressant parce que ça va éclairer une mise en abîme du documentaire qui est fascinante. C'est-à-dire que pour arriver au bout de ce qu'elle veut, qui est de savoir si ses parents et ses grands-parents ont collaboré avec le régime, elle va finir par les harceler et utiliser des procédés qui sont exactement ceux qu'elle condamne à travers son film. Et notamment, il y a une scène, mais vraiment d'anthologie, où à la fin, pour faire parler sa mère, elle lui fait croire qu'elle a éteint sa caméra alors que le bouton du son est resté allumé. Et sa mère s'en aperçoit. Et ce moment-là est un moment clé du film pour comprendre l'absurdité à la fois de la démarche qui est magnifique et en même temps d'un système qui finalement, dans l'absolu, va finir par utiliser ce qu'elle utilisait elle en toute liberté. Et cette mise en abîme est extraordinaire. Et ce qui est très beau aussi, et c'est pour ça que j'ai bien aimé la forme du film, c'est que, alors là c'est le dossier de presse qui l'explique, puisque moi je ne connaissais pas cette réalisatrice, elle a 3 metteurs en scène qui sont un petit peu ses fondations et son fondement. Il y a Joshua Oppenheimer, dont on a déjà parlé aussi, qui est sur lequel la rédaction des fiches est généralement assez partagée. Ça donne lieu régulièrement à des débats animés. Voilà, et moi que j'adore, parce qu'il a une façon inégalée de construire son film à partir des témoignages et de faire que les témoignages deviennent des parties actives de la narration, comme s'ils étaient vraiment des acteurs. Donc il y a ça, et c'est ce qu'on voit, c'est qu'au fur et à mesure que les parents s'expriment, le film se construit, et elle se construit elle-même, mais c'est par ce qu'ils disent que l'histoire avance. Donc j'ai aimé. Il y a Woody Allen qu'elle adore, et c'est vrai qu'il y a des moments d'absurdité des situations, dont celle de la caméra, parce qu'on en rit, qui font très Woody Allen. Et puis il y a John Carpenter et David Lynch que l'on retrouve. Ce qui est un peu plus étonnant. Oui, mais on les retrouve dans la façon oppressante qu'elle a de construire son film, qui devient un thriller. Est-ce qu'ils ont, oui ou non, participé? Dans quelle absurdité d'un système? Et cette absurdité dans laquelle elle tombe elle-même est tout à fait dans la digne direction d'un David Lynch. C'est-à-dire qu'à la fin, on ne sait plus où regarder pour comprendre le film. Et je trouvais que tout ça, c'était absolument merveilleux. Je ne vous dirai pas la fin, mais il a été cathartique pour la mère. Vous verrez comment si vous y allez. Et en même temps, c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'elle raconte comment elle a quitté la Bulgarie à 8 ans. Elle a gardé de ce pays un très joli souvenir. Et donc, c'est formidable de voir comment elle redécouvre. C'est la citation que j'utilisais tout à l'heure. Elle évoque son enfance communiste enchantée. Mais voilà, mais on aurait pu croire que c'était avec ironie, alors que non, pas du tout. Elle garde vraiment un beau souvenir avec les foulards, avec toutes ces choses-là Mais un souvenir d'enfant en l'occurrence. C'est ça, et c'est donc merveilleux pour ça aussi ce film. C'est-à-dire c'est la reconstruction d'un souvenir
vis-à-vis d'elle-même. Et alors elle rencontre, ah oui, il faut pas l'oublier quand même, elle rencontre un chauffeur de taxi qui est extraordinaire. Alors je me suis amusé à comparer la réalisatrice à Diogène qui part avec sa petite lanterne pour essayer de trouver un homme comme ça là-bas, donc une humanité. Et ce chauffeur de taxi, lui, c'est vraiment le stoïcien qui lui dit mais non, mais il faut accepter dans la vie de s'occuper de ce qu'on peut changer et de laisser à la vie sa part de mystère. Et parce qu'elle rencontre ce chauffeur d'auto-école, parce qu'elle veut passer le permis de conduire sur place pour pouvoir se déplacer. Pour pouvoir se déplacer plus aisément, oui. Et la confrontation entre les deux donne vraiment des moments savoureux, mais pas simplement des moments savoureux par rapport au documentaire, des moments savoureux par rapport à la vie elle-même. C'est qu'est-ce qu'on a le droit d'aller chercher chez ses ascendants pour les découvrir à une époque qu'on n'a pas connue, pour cause. Et jusqu'où peut-on aller ? Et jusqu'où est-on, à contrario, porteur de ce qu'ont été les parents et qu'ils nous transmettent, que ce soit de façon dite, vocale, ou par les non-dits, et dont, malgré tout, on est soi-même parfois les victimes en tant qu'enfant. Voilà. Tout ça est dans ce documentaire qui est léger. Il faut savoir que c'est léger, il y a beaucoup de drôlerie, et elle-même étant la plus drôle, puisqu'elle est ravissante, et elle fait exprès de porter de grosses lunettes, à la fois pour montrer la distance, le côté je vais fouiller en regardant, et puis... Et pour devenir elle-même un personnage de cinéma, en somme. Exactement. Et tout ça fait le charme de ce documentaire, rare, beau, intéressant, émouvant, et puis qui nous concerne tous parce que nous avons tous à percer des secrets, que ce soit sur nos ascendants ou sur ce qui nous constitue. Troisième film évoqué dans cette table ronde critique, et troisième film déjà validé par la rédaction des Fiches du cinéma. Comme nous sommes généreux aujourd'hui, je précise que Je vois rouge est en salle à compter du 24 avril. Quittons l'espace d'un instant, les rivages du cinéma politique, encore que tout n'est-il pas politique. Les grands squelettes de Philippe Ramos aux Fiches du cinéma. Nous aimons beaucoup Philippe Ramos, auteur notamment de Capitaine Ahab, Jeanne Captive ou encore Fou d'amour, dont en 2015 nous avions fait l'un de nos films de l'année. Le voici de retour avec Les grands squelettes, qu'on pourrait qualifier de film à sketch, mais l'expression serait sans doute réductrice. Toujours est-il que le film se compose, pour reprendre les mots de Clément Deléchaud, dans la critique qu'il lui a consacrée, dans les Fiches du cinéma toujours, d'une suite composite de fragments sur le sexe, une multitude de récits se déroulant à Paris et dans lesquels Ramos retrouve certains de ses comédiens fétiches, Denis Lavant évidemment, Melville Poupeau, Anne Azoulay, mais aussi Jean-François Stévenin, Pauline Accard, Jacques Nolot et Jacques Bonafé. Avec une particularité, l'essentiel du film se compose d'images fixes qui accompagnent la voix off des personnages, très peu de dialogue en situation. Parfois l'image s'anime, mais l'essentiel du dispositif est fixe. J'ajoute que le film est court par ailleurs, 1h10 au compteur. Voilà donc un objet bien curieux. Amélie ? Tout à fait. Oui, et d'ailleurs, j'avoue que pour moi, c'est un peu trop conceptuel à mon goût. Alors, c'est à la fois hypnotisant et agaçant parce que, bon voilà, évidemment, on peut pas s'empêcher de penser à La Jetée de Chris Marker dans le côté photo-roman, etc. Il y a ce qu'il ajoute, Philippe Ramos, ce sont certaines images en mouvement. Qui sont très bien liées au plan fixe. Maintenant, je trouve que le propos, il est guidé par une espèce de fausse provocation qui, pour moi, ne fonctionne pas tellement. Le discours, il est axé sur l'amour, mais très lié au sexe. Et donc pas dans son entièreté, dans toutes ses nuances. Et là, je trouve qu'il manque quelque chose. On reste un petit peu sur sa fin. Il y a des moments très beaux, il y a de très très beaux monologues intérieurs. Il y en a 2 ou 3 qui sortent du lot et qui justement sortent un peu de ce côté très basique du sexe et tout ça, mais voilà, il y a un côté... ne serait-ce que dans l'évocation, dans les mots que prononcent les personnages, qui est assez littéral, qui est assez explicite. Oui, voilà. Et il y en a quelques-uns qui sortent de ça avec une poésie très jolie, mais voilà, pour moi, il y a un petit côté inabouti qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. Je crois que Gilles avait à peu près la même impression. Ah, d'accord. Je confirme. On en a discuté. Voilà, et c'est peut-être un peu plus enthousiaste. Oui et non. Oui et non. Oui et non.
Non, je suis enthousiaste sur la forme. Ça, bon, le film commence à 8h du matin avec un homme qui se réveille sur le trottoir. Qui est Melville Poupeau, en l'occurrence. Voilà, et qui va revivre sa journée où il se rend compte que sa femme l'a trompé, l'a laissé tomber. Et d'heure en heure, comme ça, avec des heures très rigolotes, puisque ça peut être 8h du matin, 15h10, 16h30, voilà, jusqu'à 2-3 heures de la nuit, avec Denis Lavant qui clôt le film. Voilà, donc ce sont des petites séquences de personnes qui racontent leur vie. Alors je ne sais pas dire si c'est amoureuse ou sexuelle, leur vie sentimentale, on va dire, et physique. Et pour moi, j'appelle ça un exercice de style, pour parodier Queneau. Et c'est un peu ça. Mais effectivement, il y a 13 séquences qui sont chaque fois partent d'une photo. Parfois, elle va s'animer, parfois non. Il y a un travail sur la voix off que j'ai trouvé très réussi, parce que la voix off peut être celle du héros qui parle, ça peut être au contraire la personne qui commente et non pas la personne que l'on voit. Enfin voilà, elles sont très réparties, parfois la voix n'est pas off. Donc il y a un travail formel que j'ai trouvé d'une très grande intelligence et effectivement conceptuel. Ça, j'ai trouvé ça formidable, là-dessus je suis très enthousiaste. Mais alors tu as des réserves sur le fond. Et j'ai des réserves parce que franchement, 13 séquences pour parler de l'amour, dont 10 sont de l'amour purement génital, et je dis le mot exprès. Génital, c'est-à-dire qu'il se situe vraiment au niveau de la... Il n'y a pas de mot interdit à l'antenne de Radio Libertaire. Exactement. Je trouve que c'est réduire le propos à bien peu de choses, et comme le dit Mallarmé, au bout d'un moment, la chair est faible, ou comme le dit le dicton, c'est omne animal triste post coitum. L'animal est triste après le coït. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce film, à force d'axer son propos sur la pure génitalité, on se dit, si c'est ça l'amour, on devient triste très vite, on s'ennuie très vite, il n'y a pas de perspective. L'amour, c'est une horizontalité qui est celle-là, qui est très bien décrite. En plus, ça fait qu'une belle diversité, puisque ça part des homosexuels jusqu'à l'hétérosexualité, en passant par la masturbation, tout y est. Et ça, c'est un grand coup de chapeau. Mais le réduire à cette horizontalité, par moments, on se dit, mais l'amour, c'est autre chose, ce n'est pas que le plaisir, c'est aussi le désir. Et le désir ne passe pas que par ça, il peut s'appuyer sur le plaisir, mais pas uniquement. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a 3 séquences qui montrent à quel point c'est un homme d'une grande intelligence de cœur, d'une grande poésie. Et ces 3 séquences, c'est un moment, une jeune femme qui est dans une piscine repense à son frère qui s'est suicidé. Et elle laisse, donc c'est vraiment l'amour au sens large. Et elle fait part de toute la colère qu'elle a, qu'il l'ait laissé tomber. Ce moment, qui dure pareil, 5 minutes, 6 minutes, est très, très, très bouleversant. Et quand on a eu des deuils dans sa famille, c'est vrai qu'il ne laisse pas indifférent. Et là, on est d'un seul coup ailleurs. Il y a un autre moment, vers la fin, je crois que c'est Françoise Lebrun, si je ne me trompe pas, donc femme âgée, qui est en train de mourir à l'hôpital et qui pense à son mari qui va rester. Et elle imagine tout ce qu'il va pouvoir faire quand elle ne sera plus là et que va devenir l'amour qui était le leur. Et là, franchement, c'est un drame shakespearien au sens le plus profond du terme et qui aussi... bouleverse, quoi, parce que c'est beau, on est ailleurs. Et le troisième qui est très beau aussi, c'est un homme qui doit choisir entre sa cave dans laquelle il a accumulé tous les cartons de sa vie pour le déménagement et la femme qu'il aime qui est partie en Extrême-Orient. Et chaque carton, et là c'est très proustien, devient le souvenir d'un moment important de sa vie. Alors on ne sait pas le choix qu'il fera. Et voilà, c'est une autre conception de l'amour. C'est pour ça que je trouve dommage, avec un tel talent, parce que je ne connaissais pas le réalisateur avant de voir ce film, avec un tel talent, une telle potentialité, qu'il résume son film et l'amour à une majorité de moments purement sous la ceinture, si j'ose dire, qui sont importants mais qui ne font pas tout dans la vie. C'est d'où voilà, la réserve que j'ai qui rejoint celle d'Amélie, mais un enthousiasme là en revanche sur la forme. Enthousiasme pour la forme, réserve sur le fond. Les grands squelettes donc de Philippe Ramos. Une dernière petite pause musicale à présent et toujours, décidément, c'est une obsession en compagnie du regretté Scott Walker en 1995. Il publie Tilt, son premier album en 11 ans, et il amorce ainsi le dernier virage de sa discographie, toujours plus exigeante et expérimentale. L'album s'ouvre sur le splendide Farmer in the City, Remembering Pasolini. Vous voyez bien que ça a quelque chose à voir avec le cinéma. Que l'on écoute à l'instant, et on se retrouve dans quelques minutes.
De retour sur Radio Libertaire, vous écoutez Longtemps je me suis couché de bonne heure, Thomas Fouet au micro en compagnie de l'équipe des fiches du cinéma, à savoir Amélie Leray et Gilles Tourment. À l'instant, nous écoutions Farmer in the City, Remembering Pasolini de Scott Walker. En quelques mots à présent, le dernier film de cette table ronde, c'est le nouveau film de Ciro Guerra. Ça s'appelle Les Oiseaux de Passage. Ciro Guerra, l'auteur de L'étreinte du serpent, et il a co-réalisé son film, cette fois-ci, avec celle qui jusqu'alors était sa productrice, Christina Gallego. Colombie, dans les années 70, la culture et le commerce de la drogue se développent, notamment parmi les Wayuu, peuple natif américain, et à destination du marché international, une guerre des gangs va bientôt se déclencher. C'est dans le contexte de la naissance des cartels, celle d'un narcotrafic endémique que donnent ici à voir Gallego et Guerra. Je vais reprendre tes mots, Amélie, pour introduire le film. Entre thriller et western, disais-tu, le duo met en scène une véritable tragédie grecque. Le récit divisé en 5 chants annonce dès les premières scènes le sort funeste réservé à ces personnages. Je précise que le film était notre film de la semaine, le film de notre hebdo de la semaine passée, aux fiches du cinéma. Au casting, José Acosta et Carminia Martinez. Et je précise une dernière chose, Amélie, avant de te donner la parole. Et c'est que Ciro Guerra présidera cette année le jury de la 58e édition de la Semaine de la Critique. Voilà décidément des gens qui ont du goût. Amélie, c'est à toi. Oui, d'ailleurs c'est sûrement pour ça que je n'ai pas pu le rencontrer. Parce qu'il était pris. Il était très pris, je pense. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Christina Gallego, qui a pu m'en dire un peu plus sur ce film que j'avais beaucoup aimé pour plusieurs choses, notamment la forme, la photographie et la mise en scène sont vraiment sublimes. Et je lui ai posé la question parce que je trouve que la nature a une place très importante, et je m'étais demandé si la symbolique était voulue dès le départ ou pas, et parce que il y a deux familles Wayuu qui s'opposent dans ce film, et il y a une famille qui vit dans des grandes étendues désertiques, et l'autre qui est plutôt dans les montagnes, donc dans quelque chose de très dans une végétation très luxuriante, voilà, un peu, on voit l'humidité, enfin vraiment il y a quelque chose de très fort visuellement. Communiquer l'humidité. Il le faisait déjà dans Ciro Guerra, sans Christina Gallego, mais dans L'étreinte du serpent. Exactement, oui. voilà, L'étreinte du serpent. Il y avait quelque chose de poisseux dans le film. Voilà, exactement. Et là, il y avait on retrouvait ça, et dans les étendues désertiques, il y a aussi les nuages de poussière qui sont toujours très visible. Et qu'est-ce qu'elle t'a répondu ? Elle m'a répondu que, en fait, pas tant que ça. que Comme quoi on se fait des idées, c'est le travail critique aussi. Voilà. Et mais sa réponse m'a beaucoup plu parce que, donc, en fait, ils ont filmé ce qui se passait. La nature, ils ont eu beaucoup de problèmes climatiques, justement. Ils ont eu un orage énorme qui a détruit 2 plateaux. Et en fait, il s'est avéré que la saison changeait. Et ils ont filmé cette transition qui finalement a rendu le film, à leurs yeux, plus intéressant à faire. Et voilà, donc la photographie et la mise en scène découlent de ce que la nature leur a offert. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment splendide. Et ça dit quelque chose aussi de leur cinéma et de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils veulent montrer aussi de leur pays. Autre chose intéressante, c'est qu'effectivement, donc, comme tu m'as bien cité, il y a un mélange des genres, voilà, entre le thriller, le western, la tragédie grecque, surtout dans la structure, et aussi le conte, parce qu'ils se sont beaucoup inspirés de l'univers de Gabriel García Márquez, et notamment de son roman 100 ans de solitude, et du concept de réalisme magique. García Márquez qui a été lui-même élevé par des gens issus de la culture Wayuu, donc chose que j'ignorais tout à fait. Et moi aussi, donc voilà, comme par hasard. Et voilà, donc il y a quelque chose aussi qui relève du conte, et il y a le mysticisme lié à cette culture est très présent dans le récit, et pourtant à la base, il ne voulait pas faire un film sur cette culture. C'est ça qui est très en fait, il souhaitait faire un film de gangster, clairement. Et finalement, au cours de l'écriture, évidemment, comme l'histoire du narcotrafic a démarré sur le territoire directement impacté par tout ça, et donc ils se sont retrouvés à devoir introduire les croyances, voilà, les croyances, les lois. Ce contexte-là, exactement, dans leur récit. Dans leur récit. Qui était plutôt un récit de gangster.
peut-être allé un peu Oui. vite en besogne en le qualifiant ainsi, mais enfin, c'était pas leur projet à l'origine. Voilà, exactement. Et voilà, C'est du work in progress. oui. Narcotrafic. C'est vraiment une évolution. Voilà. Et donc, la réflexion ethnologique, elle se retrouve un peu là par hasard. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment quelque chose de très beau et d'intéressant et qui se démarque des autres films sur le narcotrafic, donc toutes les choses sur Pablo Escobar, etc., par cette inscription-là, dans dans une autre un culture. contexte, Voilà. dans une culture particulière. Exactement. Merci beaucoup Amélie, le film est donc en salle depuis ce mercredi, vous pouvez d'ores et déjà, chers auditeurs, aller le découvrir si le cœur vous en dit. Il me reste à remercier Gilles Tourment et Amélie Leray, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci Thomas pour l'invitation. Et puis enfin, que faire sinon rendre l'antenne à l'ami Francis Gavel. Qu'on remercie aussi. Merci beaucoup Thomas, merci beaucoup à vous trois pour cette deuxième heure. On va se quitter comme promis avec un deuxième extrait de notre album du mois. Donc l'album, je rappelle, c'est Rock Français, le groupe c'est Décibel. Excusez-moi, l'album est dans les bacs et sur les sites depuis le 12 avril, donc c'est-à-dire depuis hier. Donc je rappelle aussi que le groupe sera en concert pour le concert de lancement de l'album, la release party, le 3 mai au Point Éphémère à Paris, dans le 10e. C'était Longtemps je me suis couché de bonne heure, une émission proposée et réalisée par Francis Gavel, présentée par Thomas Fouet et Francis Gavel. Vous êtes sur l'antenne de Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. On vous souhaite une très bonne soirée à notre écoute.